Bienvenue à l'écoute de Prague Hebdo, le podcast de Radio Prague International. La semaine dernière, 75 ans se sont écoulés depuis l'explosion de la première bombe atomique à Hiroshima. La ville est dévastée par la déflagration du 6 août 1945, mais au milieu des ruines, un bâtiment en réchappe, le Palais de l'Industrie, œuvre de l'architecte tchèque Jan Letzel, aujourd'hui devenu le mémorial de la paix. Anna Kubishta nous en dit plus. Tous les ans, au jour anniversaire de l'explosion d'Hiroshima, une cérémonie est organisée sur les berges de la rivière Ota qui coule au pied du mémorial de la paix. C'est là que les gens déposent dans l'eau des lanternes de papier censées symboliser les braises de la bombe. Cette année, crise sanitaire oblige, l'événement a été annulé, mais quelques habitants ont toutefois fait le déplacement pour déposer leurs lanternes qui ont flotté devant l'ancien palais de l'Industrie. De l'édifice haut de 25 mètres, bâti en 1915 pour vanter les mérites de l'industrie locale, il ne reste aujourd'hui qu'une partie des façades aux fenêtres soufflées, soutenues par leur structure en acier et la coupole qui en a fait dès sa construction un élément remarquable et unique du paysage de la ville. En 2008, nous avions rencontré le réalisateur français Jean-Gabriel Perriot qui avait réalisé un court-métrage autour de ce qui allait devenir le mémorial de la paix. Ce bâtiment, donc, c'est un ancien hall de l'industrie et des arts. De temps en temps, ça faisait galerie. C'est un bâtiment municipal qui a été construit pour les étrangers qui venaient à Hiroshima pour avoir une idée des productions qu'ils pouvaient acheter en fait dans cette région-là. Et donc ce bâtiment a été vraiment à 2 pas du point de l'endroit qui devait être le point d'impact. La bombe est tombée légèrement à côté, mais du coup c'est un des bâtiments qui est resté debout, l'un des plus proches de la bombe. Ce bâtiment est l'œuvre de Jan Letzel, né en 1880 à Náchod, en Bohême de l'Est. Élève de l'architecte tchèque Jan Kotiera, une des figures majeures de l'architecture moderne en pays tchèque, Jan Letzel s'installe au Japon en 1907 où il est à l'origine de nombreux bâtiments. Avec plusieurs autres architectes originaires de Bohême, dont Antonin Raymond quelque temps après, Jan Letzel est considéré comme un des pionniers ayant introduit l'architecture moderne au pays du soleil levant, comme le souligne l'architecte Zdeněk Lukáš. C'est lui qui a apporté au Japon les matériaux de construction modernes comme l'acier et le béton armé afin que les édifices soient mieux résistants aux tremblements de terre qui frappent régulièrement le pays. Tandis que les petites maisons en bois s'effondraient comme des jeux de cartes, les constructions en béton étaient résistantes. Jan Letzel était donc très respecté au Japon, comme l'a été plus tard Antonin Raymond. Ce 6 août 1945, lorsque la bombe A frappe Hiroshima à 8h15 du matin, c'est cette armature en acier, et notamment celle de la coupole, qui permettra au palais de l'industrie de rester debout, tandis que les maisons traditionnelles japonaises en bois sont rayées de la carte. Les ruines du palais industriel sont bientôt surnommées dôme de Genbaku, le dôme de la bombe atomique par les Japonais, et deviennent tout naturellement un lieu du souvenir. Devenu mémorial de la paix, l'édifice est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Jan Letzel n'a jamais su ce qu'il était advenu de son œuvre. Il est mort à Prague en 1925, à l'âge de 45 ans seulement, des suites d'une maladie. Un temps menacé, la 25e édition du Festival international de musique d'orgue de Prague a débuté le 6 août dernier. Une édition particulière d'un festival pas comme les autres, comme nous le raconte Paul Guillenvard. 4 claviers, 91 jeux, 8277 sifflets. Si chaque orgue est différent, celui de la basilique Saint-Jacques-le-Majeur de Prague, vieux de 3 siècles, est assurément hors du commun. Sa panoplie de tonalités offre un terrain de jeu merveilleux pour tous les organistes du monde. C'est justement dans cette optique de faire travailler dessus le gratin mondial qu'Irena Shripkova, elle-même grande organiste,
a créé le Festival de musique d'orgue en 1995. Cette année était censée être un jubilé, mais en raison de la crise du coronavirus, l'organisation de cet événement a été chamboulée, comme nous l'explique son organisatrice. Normalement, la dramaturgie de festival, on fait un an avant. Alors, au mois de mars, j'avais tous les programmes, tous les interprètes, et on devait se décider si le festival il y aura ou non. C'était une question principale. Et après, quand je me suis décidé que le festival je vais faire, alors j'ai pensé bien, j'ai ici un interprète de Soul, alors c'est pas possible, ou de Suédois ou de Azerbaïdjan. Alors j'ai parlé avec ces interprètes et on a décidé qu'ils peuvent venir l'année prochaine ou comme ça. Et ils ont accepté, bien sûr. Moi, j'étais obligé de changer un peu la dramaturgie de notre festival. Alors, quand même, on a réussi avec les interprètes des pays comme la France, l'Autriche, la Pologne, l'Allemagne. Et les autres interprètes sont pragois. Alors j'espère que la dramaturgie est intéressante pour chacun qui viendra au concert. La venue des spectateurs représente la grande inconnue pour cette édition au vu du contexte sanitaire, mais cela n'inquiète pas Irena Shripkova. Vous savez, si on fait le festival chaque année, le public est déjà habitué à venir. Et si un an on fait rien, alors c'est pas très bien parce que les gens sont un peu perdus. Alors je suis ravi qu'on peut faire le festival même avec l'autre dramaturgie. Je pense que les gens viendront, qu'ils sont ravis après une pause quand on était à la maison et on ne pouvait pas sortir. Et voilà. Alors maintenant, les gens viendront avec plaisir pour écouter la musique ou au théâtre, etc. Parce que le contact social, c'est, je pense, nécessaire. Masque sur le visage, désinfection des mains à l'entrée, banc de la basilique rempli au point que certains sont restés debout. Ils étaient plus de 150 à répondre présents pour la grande ouverture jeudi dernier. La première représentation d'une série de 8 récitals a été effectuée par David Cassan, grand organiste français, titulaire du Grand Orgue de l'Oratoire du Louvre à Paris. Cet artiste, normand d'origine, nous a reçus quelques minutes avant la représentation. Il a notamment évoqué ce que ce festival représentait pour lui. C'est la deuxième fois que je viens. Ça représente la fidélité, l'amitié, puisque effectivement Irena me fait la grande amitié de me réinviter. C'est un lieu super. D'ailleurs, beaucoup d'organistes français très connus sont venus y jouer, mais pas que, des organistes aussi du monde entier. C'est le plus grand orgue de République tchèque. C'est vraiment un instrument très très intéressant, avec notamment une répartition spécialisée, puisque l'orgue ne se trouve pas uniquement dans le buffet que l'on voit depuis la nef, mais il y a aussi des parties qui sont cachées sur les galeries latérales et qui permettent vraiment de créer une spécialisation. Donc c'est vraiment un orgue, on n'a pas fini de l'essayer. Si l'artiste n'a pas fini de l'essayer, le public, lui, n'a pas fini de le découvrir. Ce festival est l'occasion de voir à l'œuvre cet instrument singulier qu'est l'orgue, un orchestre complet à lui seul que nous présente David Cassan. Si vous voulez, j'ai commencé par le piano, et le piano est un formidable instrument, mais pour moi, je trouvais que le piano était un peu noir et blanc, si vous voulez, pour vous donner une métaphore. Pour moi, c'était noir et blanc, et l'orgue, c'était l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que l'orgue, il y a plein de couleurs, c'est un peu comme un orchestre, on n'a jamais fini de trouver des combinaisons, et c'est toujours renouvelé, parce que par exemple, un son de trompette sur un orgue n'a pas forcément le même son qu'un son de trompette sur un autre orgue. On découvre toujours des lieux insolites, des acoustiques étonnantes. On ne s'ennuie jamais quand on fait de l'orgue. Au programme musical de cette 25e édition, Jean-Sébastien Bach, César Franck ou encore Louis Vierne, ainsi que les nouvelles œuvres de compositeurs tchèques contemporains comme Jiří Temel ou Lukáš Uhlík. Jusqu'au 24 septembre, des récitals seront réalisés par différents organistes tous les jeudis soirs à 19h dans la basilique Saint-Jacques-le-Majeur dans la vieille ville de Prague. Pour toutes les informations, rendez-vous sur www.auditeorganum.cz. This country was still great when I came to the throne. All that's happened on my watch is the place has fallen apart. You cannot flinch. It's only fallen apart if we say it has.
Des dizaines, voire des centaines de millions de personnes dans le monde ont déjà pu apprécier le travail du designer sonore tchèque Juraj Mravec. À 43 ans, il a déjà travaillé sur une longue liste de séries à succès dont The Crown, Veep, Black Mirror et Peaky Blinders. Fin juillet, son travail sur The Crown lui a même valu une nomination aux prestigieux Emmy Awards qui seront décernés le 20 septembre prochain. We're ready for you, Your Majesty. 3, 2, 1. This is Jubilee Day. This is a day as grueling as the Queen's coronation 25 years ago. Juraj Mravec, quelles qualités sont-elles requises pour être un bon designer sonore? You need to be able to listen, but Je dirais que vous devez être capable d'écouter, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose comme un talent pour le son. Je pense qu'il s'agit davantage d'être impliqué dans le film et d'être capable de travailler avec le matériel, de suivre l'histoire d'un film. Ça, c'est assez crucial. Et puis, évidemment, oui, vous devez avoir une audition raisonnablement, disons, sophistiquée. Mais je pense que beaucoup de cela vient avec la pratique. Vous pouvez vraiment beaucoup entraîner vos oreilles. Sur votre entrée IMDb, vous êtes répertorié comme un monteur d'effets sonores, un bruiteur, un monteur des post-synchro. Que faites-vous exactement? Ce sont tous des sous-métiers d'un designer sonore sur un film ou une émission de télévision. Si vous regardez ce qui se passe avec la façon dont une bande-son est produite, alors, vous commencez évidemment sur le plateau, vous commencez par l'enregistrement et vous avez une personne qui fait cela. C'est une profession et fondamentalement, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis, ce sont des gens qui font exactement cela. Ils ne travaillent pas en studio, ils sont juste sur le plateau, on les appelle des mixeurs sonores de production. Et puis, vous entrez dans la post-production. Lorsque vous préparez tous les sons, lorsque vous les montez, les enregistrez, vous devez les trouver quelque part. Et ça, c'est la partie dans laquelle je suis impliqué. Il y a plusieurs sous-professions là-dedans. Il faut enregistrer des dialogues avec les acteurs parce que certains dialogues ont peut-être manqué sur le plateau ou alors le plateau était bruyant et il n'était tout simplement pas possible de tout enregistrer ou le réalisateur voulait enregistrer une nouvelle réplique. Ça, c'est ce que fait un monteur des post-synchro. Certains sons manquent et seront réalisés par un monteur d'effets sonores. Il fonctionne avec d'énormes bases de données de sons et vous pouvez sortir et enregistrer des effets sonores tels que les atmosphères d'un lieu ou les sons d'une voiture qui passe par exemple. Et un éditeur d'effets sonores les collectera et les éditera, les montera, travaillera avec eux et les incorporera à l'image. Ensuite, il y a cette belle chose appelée bruiteur qui consiste essentiellement en des sons enregistrés dans un studio en synchronisation avec l'image. Par exemple, il y a une scène où quelqu'un entre dans un resto et des verres sont servis. Vous avez en fait des verres dans un studio et vous les posez sur la table. Les bruiteurs le font en phase avec ce qui se passe dans la scène. Ils peuvent aussi faire des bruits de pas, par exemple. Et vous avez des éditeurs de dialogue, des monteurs de dialogue qui coupent juste le dialogue et le nettoient. C'est assez incroyable ce qu'ils peuvent faire de nos jours. Et puis, vous avez le monteur qui mélange tous ces sons ensemble. It's amazing what they can do these days. And then you have the mixer who then mixes all these sounds together. Votre liste de crédits au générique est incroyablement longue. Je pense en avoir vu quelque chose comme une centaine sur IMDb. Y a-t-il des projets sur lesquels vous avez travaillé et dont vous êtes particulièrement fier? I think the project which I liked the most was The Crown because je pense que le projet que j'ai le plus aimé était The Crown, pour lequel j'ai été nommé aux Emmy. Un projet qui était mon genre de spectacle, je suppose. Ce n'est pas comme si je disais que c'était mieux ou pire qu'autre chose. J'ai vraiment aimé travailler là-dessus. C'était un très bon scénario, une très bonne histoire. Et ça continue en fait. J'ai vraiment apprécié ça. Je l'ai aimé pour l'histoire et pour ce que c'est. Je l'ai aussi aimé pour les possibilités que nous avions avec le son.
parce qu'il y avait tellement d'attention accordée aux détails, comme il y en avait dans tous les autres éléments de l'ensemble du spectacle, des costumes à la caméra, que c'était vraiment difficile, mais en même temps vraiment gratifiant. En République tchèque, je peux dire que j'ai vraiment apprécié de travailler sur le long métrage Kuky se vrací de Jan Svěrák, le projet le plus amusant auquel j'ai participé. Každý jsme měli něco, co jsme neradi opouštěli. Mohla to být nějaká bytost nebo i věc. Mohlo to být místo, které už není, nebo čas, který je nenávratně pryč. Ale to všechno se někdy může vrátit. Le zoo de Plzeň en Bohême de l'Ouest a récemment débuté un programme d'élevage visant à sauvegarder une espèce de zèbre en voie de disparition, les zèbres sans crinière. Améline Roussel nous en dit plus. Le zèbre sans crinière est une sous-espèce du zèbre des plaines. Ces deux espèces partagent une ressemblance certaine, la seule distinction est leur présence ou absence de crinière. Actuellement, on compte seulement autour de 300 zèbres sans crinière, vivant à l'état sauvage dans les prairies et les savanes boisées du nord et du nord-est de l'Ouganda, explique Tomáš Jirásek du zoo de Plzeň. La seule population connue de zèbres sans crinière à l'état sauvage se trouve dans le parc national Kidepo, dans le nord de l'Ouganda, où ils sont entre 200 et 300. Récemment, 40 autres ont été aperçus dans la réserve Pianoupé. Certains pourraient également vivre dans la zone frontalière avec le Soudan du Sud, mais en raison de la situation politique là-bas, ainsi que des risques de sécurité, nous n'avons pas suffisamment d'informations. Les zèbres sans crinière sont au bord de l'extinction, principalement en raison du braconnage et de la perte d'habitat naturel causée par le pâturage. Une quarantaine de zèbres sans crinière vivent en captivité dans 11 zoos à travers le monde. Le programme d'élevage a été établi en 1969 par le zoo safari Dvůr Králové, qui a été le premier à importer des zèbres sans crinière d'Afrique. La dizaine de zèbres qui ont été capturés sont les ancêtres de tous ceux qui appartiennent au zoo aujourd'hui. Le zoo de Plzeň est en train d'arrêter progressivement l'élevage d'une autre sous-espèce connue sous le nom de zèbre de Chapman, afin de dédier davantage d'espace aux zèbres sans crinière, comme Tomáš Jirásek nous l'explique. Nous avons rejoint l'initiative des zoos de Dvůr Králové et de Liberec, et ensemble, avec les zoos de Prague et Košice, nous voulons créer un espace assez grand pour élever ces animaux. Comme pour les autres espèces, nous voulons utiliser notre capacité d'élevage pour sauver les animaux qui sont en danger, à la fois à l'état sauvage et en captivité. Actuellement, il y a 3 zèbres sans crinière au zoo de Plzeň. Les 2 femelles adultes et le mâle venaient d'un zoo en Pologne et sont arrivés il y a quelques semaines. Pour l'instant, nous voulons stabiliser la population des zèbres sans crinière dans les zoos en Europe et nous continuerons bien sûr de surveiller la situation de ces zèbres à l'état sauvage. Si à l'avenir, il y a besoin d'agrandir des troupeaux sauvages en Afrique ou bien d'en établir de nouveaux, peut-être que certains de nos animaux pourraient être relâchés dans la nature, mais il reste un long chemin à faire. Au mois de juin dernier, un petit zèbre sans crinière est né au zoo de Dvůr Králové. Un succès pour ce zoo tchèque à la réputation internationale. C'est la fin de Prague Hebdo, le podcast de Radio Prague International. Magdalena Hrozinková vous remercie de votre attention et de votre fidélité. À bientôt. Naslyšenou.